Arrive le début de la saison 2020, et avec eux, les essais privés qui viennent tout juste de se terminer. Ces journées d'essais nous permettent de voir pour la première fois les nouvelles monoplaces qui combattront pour cette nouvelle saison, mais aussi aux équipes de découvrir ces nouvelles voitures. À l'issue de ces 6 jours de test, les écuries essaient de finaliser les derniers préparatifs pour arriver en meilleure forme possible pour la première course de la saison. Avant d'entrer dans le sujet, je tiens tout d'abord à dire un très grand merci à Sacha Tisserand pour les belles photos que vous pourrez voir dans cette chronique, et je me dois de vous inviter à aller voir son site ou vous abonner à son compte Facebook ou Instagram si vous êtes intéressé et que vous souhaitez soutenir d'autres artistes indépendants, et les liens pour ça sont en description. Sur ces 6 jours, le classement des meilleurs temps est le suivant: Bottas devant Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Hamilton, Ocon, Perez, Sainz, Vettel, Russell, Kvyat, Grosjean, Gasly, Stroll, Latifi, Raikkonen, Magnussen, Giovinazzi, Albon et Norris. Avant de faire un bilan de chaque équipe pour ces tests, je vais rappeler pour les 2-3 du fond qui ne sont pas encore familiers avec les essais privés, quelque chose élémentaire et absolument indispensable pour analyser en profondeur les temps autour. Le premier point le plus important, que tout le monde oublie chaque année et qu'il est impératif de se souvenir, est que ces temps autour n'ont aucune signification. C'est-à-dire qu'il faut oublier l'idée de se dire que ces résultats vont servir de référence pour établir la hiérarchie de cette année. Pourquoi donc? Terminer en haut de la fiche des temps à ces essais rapporte autant de points aux équipes que l'ensemble des points récoltés par George Russell sur l'intégralité des 21 Grands Prix de la saison 2019 multipliés par 42. C'est-à-dire 0. La seule chose que cela rapporte, c'est de l'attention médiatique et ce n'est pas toujours très positif. N'est-ce pas Ferrari ? Les écuries profitent de ces 6 jours d'essai pour essayer les 5 différents composés de pneus, ils font des simulations avec différents niveaux de carburant, différents régimes moteurs et différents types de relais. Certains seront consacrés au rythme de course, d'autres au rythme de qualification, etc. Sachant que les équipes ne font pas ces tests au même moment et que l'état de la température et de la piste change en fonction des jours et des moments de la journée, inutile de dire que les résultats sont forcément faussés. Sachant qu'il est très commun que lorsqu'ils font une simulation de qualification, donc en attaquant le plus possible, les pilotes lèvent le pied avant de franchir la ligne de chronométrage pour pas se mettre trop en avant et trop attirer l'attention. Et le tout en permettant à l'équipe de récupérer des données indispensables. Et au final, c'est là le seul intérêt des essais privés. Regarder des F1 faire des tours pour récolter des données, observer les réactions des ingénieurs est aussi un bon indicateur. Si on les voit se manger les doigts, c'est rarement bon signe, mais de gros sourires révèlent un bon ressenti par rapport aux attentes. Même si tout le monde essaie de garder profil bas tout en essayant de se montrer positif pour pas inquiéter l'équipe à l'usine. C'est pour ça qu'à titre personnel, je ne regarde pas ces essais si ce n'est que quelques minutes pour le plaisir de revoir des Formule 1 et découvrir les nouvelles livrées. Après, chacun son truc, on a tous nos appréciations. En réalité, le seul truc qu'il faut observer à ces essais, c'est la fiabilité. Plus une équipe roule, plus c'est la preuve que la voiture ne rencontre pas de problème et que l'équipe peut faire plusieurs simulations et donc avoir plus de données. C'est pour ça que vous voyez aussi souvent des voitures porter des gros appareils dentaires et d'autres appendices improbables. Ce sont généralement des capteurs qui servent à enregistrer la façon dont les flux d'air passent à travers la voiture. On voit aussi des concours de coloriage avec la peinture Flowvis, de l'abréviation de l'anglais Flow Visualization Paint, qui sert à voir littéralement les effets de l'air sur la voiture. Parce qu'à l'œil nu, c'est plutôt difficile de voir de l'air. Enfin, je dis ça parce que moi j'y arrive pas, c'est tout. On dépose une peinture spéciale sur la voiture, on demande au pilote de faire quelques tours, et à son retour, la peinture aura coulé dans le sens de l'air. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui n'ont pas peur de l'anglais, je ne saurais vous recommander assez la chaîne de Mark Priestley, ancien chef mécanicien de McLaren ayant travaillé aux côtés de pilotes comme Raikkonen, Alonso ou Hamilton, qui connaît donc plutôt bien le sujet, et je vous joins sa vidéo sur la peinture Flowvis en annotation. Mais venons-en à ce qui nous intéresse. Que pouvons-nous retenir de ces essais ? Eh bien, selon moi, énormément de positifs pour toutes les équipes. Aucune ne semble vraiment à la traîne et tout le monde a plutôt bien tourné. Parmi les équipes qui m'ont le plus surpris, je relève en premier Williams. Outre une nouvelle livrée qui divise beaucoup, personnellement j'aime bien mais je comprends que certains détestent, Williams a été la première voiture en piste cette année à l'inverse de 2019 où ils ont manqué 2 jours et demi de test. 737 tours de bouclés en 6 jours, un Nicolas Latifi propre et régulier, et surtout un George Russell qui apparaît très en confiance dans une voiture qui a, dès le premier jour, enregistré un tour plus rapide de 9 dixièmes que son temps des qualifications de 2019.
Ça n'a évidemment aucune signification car les autres équipes auront aussi amélioré, mais c'est déjà de bien meilleurs débuts qu'en 2019. Racing Point est aussi une équipe qui a attiré l'attention. Habituellement discrète avec très peu de tours, l'équipe vient généralement avec une vieille spécification de l'année précédente. Mais cette année, Racing Point arrive avec non seulement le budget de Papa Stroll, mais surtout une voiture qui ressemble beaucoup trop à la Mercedes de 2019. Mais en rose. Très rose. Quoi qu'il en soit, Sergio Pérez a eu beaucoup de mal à cacher son amour de cette nouvelle voiture. Je pense que cette équipe arrive avec énormément d'attentes et très peu seraient surpris de la voir mener le milieu du peloton, voire faire beaucoup mieux, mais aussi de voir de nombreuses polémiques leur tomber dessus. Sans surprise, Mercedes continue de déprimer tout le monde avec le plus de tours parcourus, 903 boucles, et surtout un système très ingénieux au niveau du volant, mais je vous renvoie à nouveau vers une vidéo de Mark Presley, et pour les anglophobes, dois-je vous présenter Monsieur Circuit, qui nous a également présenté ce système. Pour la première fois depuis des années, McLaren a été incroyablement discrète, mais dans le bon sens du terme cette fois. Troisième équipe avec le plus de tours achevés avec un total de 802. Red Bull part également avec de nombreuses attentes après une première année avec Honda plutôt encourageante, mais l'équipe a aussi été très discrète avec 780 tours. Pour le reste, une grande zone d'ombre autour de Haas, équipe avec le moins de tours, avec 649, mais ça reste malgré tout 6 jours plutôt productifs pour eux. Idem pour Alfa Romeo, 9ème avec 735 tours. Si l'écurie avait attiré l'attention en 2019 avec un aileron avant assez atypique, cette année on ne voit rien de particulièrement inquiétant ou transcendant, et ce sera une nouvelle inconnue pour moi, de même que pour Alpha Tauri et ses 769 tours, équipe qui n'a pas l'habitude d'attirer l'attention à cause de son statut de laboratoire Red Bull, même si on est très nombreux à beaucoup aimer cette nouvelle livrée. Renault et ses 743 tours m'auront également surpris avec une livrée camouflage pour les tests qui est très agréable à mon sens, et surtout un nez très atypique. Aucun problème à signaler, ce qui est peut-être déjà rassurant en soi. Et pour conclure, eh bien Ferrari part avec très peu d'attentes cette saison. Contrairement à ces dernières années où ils étaient très en avant, Binotto a cette année déclaré nombre de problèmes de conception. Un tox pour surprendre à Melbourne. Quoi qu'il en soit, une polémique concernant leur moteur vient d'éclater, mais à l'heure actuelle, j'ai très peu d'infos à vous partager, mais j'y reviendrai sans doute une prochaine fois. Certainement même d'ailleurs. Encore une fois, un très grand merci à Sacha Tisserand pour les belles photos que vous avez pu voir dans cette chronique. Je vous invite à vous abonner à son compte Instagram ou Facebook si vous souhaitez soutenir d'autres artistes indépendants, et encore une fois, les liens sont en description. Et merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura su apaiser votre attente de voir la saison 2020 enfin démarrer, parce que moi, j'ai très hâte.